Ce que vous venez de vivre, c'est un peu de ce que vivait Hélène Keller, cette Américaine qui est morte en 1968 et qui était née sourde et aveugle. Vous trouverez son histoire dans de nombreux ouvrages de type pièces de théâtre, films, livres, sous le titre en général de Miracle en Alabama. Imaginez pire, vous n'avez pas non plus ce qu'elle avait, c'est-à-dire le toucher, l'odorat et le goût. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous dans votre tête? Avez-vous quelque chose dans votre pensée? Ou est-ce que votre pensée est vide? Et effectivement, les empiristes, ces philosophes anglo-saxons dont les plus célèbres sont Hume et Locke, répondent que dans ce cas-là, notre pensée serait vide. Car pour eux, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous savons, nous l'avons appris de l'expérience. L'expérience, ça veut dire l'expérience sensible. L'expérience, c'est la rencontre avec le monde, la rencontre avec la réalité. Pour les empiristes, nous n'avons aucune connaissance a priori. Nous n'avons que des connaissances a posteriori. Apprenez bien le sens de ces mots. A priori avant l'expérience, a posteriori après l'expérience. Et Hume, dans le texte ici, fait référence, prend pour exemple Adam. Il dit que si Adam se trouve au bord de l'eau et regarde l'eau, il ne peut pas de cette vision déduire que s'il rentre dans l'eau, il va s'étouffer. De la même façon que s'il voit un feu, il ne peut pas déduire de cette simple vue qu'il va être brûlé et consumé. Donc, il faut faire l'expérience des choses pour les connaître. Locke nous parle de table rase. Il dit que notre esprit, au départ, c'est une table rase sur laquelle viennent s'imprimer nos expériences sensibles. La question, c'est comment avons-nous à ce moment-là des généralités? Chaque fois que nous rencontrons un arbre, son image s'imprime, nous enregistrons son odeur, sa taille, sa couleur, mais chaque arbre est différent. Et pourtant, nous disons l'arbre ou les arbres sont des végétaux. Eh bien, pour les empiristes, c'est simplement un jeu de l'esprit. Nous généralisons, nous trions nos sensations, nos perceptions, notre expérience, nous l'organisons et finalement nous arrivons à des généralités par un simple mécanisme logique. C'est sur cette idée que j'appuierai ma critique pour m'autoriser à passer à la théorie adverse. En effet, lorsque nous disons l'arbre, de la même façon, lorsque nous disons le triangle ou la table, nous employons ce qu'on appelle un concept. Un concept, c'est une idée abstraite et générale. Elle est totalement détachée d'une réalité. Lorsque vous dites les arbres sont des végétaux, vous n'avez pas besoin pour cela d'avoir une image concrète d'arbre. Vous êtes bien dans quelque chose d'abstrait. Ça ne peut pas venir simplement de sensations et de perceptions concrètes. Plus encore, imaginez, vous rencontrez plein d'objets bleus et vous dites le bleu. C'est encore plus difficile. Mais plus encore, lorsque vous dites, et là on se souvient de Descartes, allez voir dans le cours sur la religion, lorsqu'on dit la perfection, lorsqu'on dit l'éternité, lorsqu'on dit l'absolu, lorsqu'on dit l'infini, ce sont des choses qu'on n'a jamais rencontrées dans le réel. Et pourtant nous en avons l'idée. Nous disons ceci n'est pas parfait. C'est bien que nous avons en référence une idée de parfait. Comment pouvons-nous avoir cette idée si elle n'existe dans rien qui nous est donné par l'expérience sensible? Les rationalistes, comme Descartes par exemple, pensent donc que nous avons des connaissances a priori, des connaissances avant l'expérience. Pour Descartes, il en existe un certain nombre qu'il appelle les idées claires et distinctes et que nous connaissons par l'intuition. D'où nous viennent pour lui ces idées claires et distinctes, ces idées d'absolu, d'infini, d'espace, de temps? Elles nous viennent, bien sûr, puisque nous sommes des êtres limités par notre expérience sensible, elles nous viennent nécessairement d'un être d'une dimension illimitée, c'est-à-dire du Dieu créateur. Si pour Descartes, un certain nombre de nos idées sont purement rationnelles, c'est-à-dire ne sont que dans notre raison et ne sont pas tirées de notre expérience sensible, donc si elles sont a priori, pour Platon, c'est la totalité de nos idées qui sont a priori, qui sont innées.
Souvenez-vous de la caverne. Nous avons déjà toute la connaissance des idées lorsque nous rencontrons le monde sensible qui n'en est que la pâle image. La vérité est donc au-delà des apparences. L'apparence est un leurre. Et nous la connaissons parce que, avant notre naissance, nous vivions dans le monde des idées. Puis, dit Platon, nous avons traversé en naissant le fleuve oubli. Et ensuite, lorsque nous rencontrons l'image de ces idées, nous reconnaissons ces images. Ça rappelle ce mythe que l'on trouve par exemple dans la religion juive où on dit qu'à la naissance, un ange, nous savons tout, nous avons toutes les connaissances, et un ange vient poser son doigt là sur la bouche du bébé pour qu'il n'en dise plus rien, pour qu'il l'oublie. Ce phénomène de réminiscence peut être facilité par une technique qu'employait Socrate. Puisque chacun de nous a dans son esprit toutes les vérités, le travail du philosophe, c'est de questionner son interlocuteur et de le questionner encore pour qu'il trouve en lui-même la vérité qu'il possède déjà. Le philosophe n'est pas là pour apprendre des vérités à son interlocuteur. Il est là pour lui faire découvrir les vérités qu'il porte en lui grâce à ce qu'on appelle la maïeutique du mot grec des esprits, c'est-à-dire l'accouchement des esprits. Il doit accoucher les esprits de la vérité qu'ils ont en eux. Donc pour un idéaliste, c'est-à-dire un rationaliste extrême comme Platon, à la question « est-ce que nos connaissances viennent de notre expérience sensible ou est-ce qu'elles viennent de notre raison? Est-ce qu'elles sont déjà dans notre raison ?» il répond bien sûr qu'elles sont dans notre raison. Et donc, par exemple, les mathématiques, qui nous paraissent souvent comme un pur jeu abstrait de l'esprit, lorsqu'on aligne des théorèmes qui s'enchaînent, etc., et qui ne représentent rien de concret dans le monde physique, eh bien, pour les rationalistes, les mathématiques disent quelque chose du monde, disent une vérité sur le réel. Bien que Platon affirme que toutes nos connaissances viennent de notre raison et sont a priori, on peut cependant lui faire remarquer qu'on les a oubliées et qu'elles reviennent à l'écran, je dirais de notre ordinateur personnel, que lorsque nous rencontrons l'expérience sensible. Donc, pour connaître, nous avons besoin à la fois de ces connaissances a priori et d'une rencontre avec l'expérience sensible. Vous allez voir que c'est la réponse de Kant qui, une fois encore, est dans son rôle qui nous permet souvent de faire la synthèse, par exemple, d'une dissertation. Il va donner une réponse originale qui, à la fois, renvoie dos à dos et réconcilie les deux parties en présence. Y a-t-il quelque chose que l'expérience ne puisse nous apprendre ? L'expérience est-elle source de vérité? Deux sujets d'anal auxquels vous pouvez répondre peut-être avec ce que nous venons de dire à propos d'empirisme et rationalisme. L'expérience, peut-être, ne peut pas nous apprendre les vérités a priori, celles qui nous viennent de notre raison si on est rationaliste. L'expérience ne peut pas nous apprendre peut-être la vérité du monde, puisque nous avons ces erreurs de la perception, et je vous renvoie au cours sur la perception. L'expérience ne peut pas nous apprendre des choses absolues, et je vous renvoie à la vidéo suivante sur la méthode des sciences expérimentales.